Alors, vous verrez, enfin, ceux d'entre vous qui connaissent bien l'Afrique l'ont constaté, on a ce contraste assez étonnant entre des taux de croissance qui sont supérieurs à la moyenne mondiale, c'est-à-dire les taux de croissance en Afrique, même s'ils se tassent en ce moment, ils sont au-dessus de 5%, alors que la croissance mondiale est, je crois, vous le savez peut-être mieux que moi, elle est à combien, 2%, je ne sais pas, bref, nettement moins. Donc, on a des taux de croissance supérieurs à la croissance mondiale. Et puis, en même temps, si vous regardez les objectifs du millénaire pour le développement, qui sont requalifiés là, par les Nations Unies en quoi? En ORD Ne posez pas de questions. Sinon, vous regardez, le continent africain, malgré des performances contrastées, reste en bas de peloton. Hein, donc si vous regardez les objectifs du millénaire pour le développement, dans la manière de voir dont vous parliez tout à l'heure, on a fait une double page avec des graphiques qui illustrent ça. Par exemple, en termes de sanitaire ou en termes d'éducation, les pays africains restent quand même en bas de peloton. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pouvait penser ou espérer, de corrélation directe entre les performances économiques, les taux de croissance, et les progrès sociaux qu'on pourrait attendre. Et idem pour l'indice de développement humain, hein, le programme des Nations Unies pour le développement publie tous les ans son rapport sur le développement humain. Vous voyez que les pays africains, la plupart d'entre eux, sont en queue de peloton. Avec des pays symboles de la situation africaine comme le Nigeria. Le Nigeria, c'est la première puissance économique du continent africain, la première puissance pétrolière du continent africain, je crois, devant l'Angola. Et il est 153e sur l'indice de développement humain qui doit compter 187 pays. Donc là, vous voyez un pays potentiellement extrêmement riche qui ne profite pas du développement. Et donc, c'est l'interrogation à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est-à-dire comment se fait-il que, malgré tous ces atouts, le continent africain ne donne pas les signes d'un décollage structurel. C'est-à-dire on a des signes d'amélioration, je vous disais les taux de croissance par exemple, mais un décollage structurel reste encore à entrevoir au-delà de performances ponctuelles. Et c'est là qu'on pourra en rediscuter. Hein. Il n'y a pas forcément de corrélation entre croissance et développement. Hein, c'est un débat qui avait agité les tiers-mondistes dans les années 1970, mais qui est renouvelé aujourd'hui dans le nouveau contexte géopolitique. Il n'y a pas forcément de corrélation entre croissance et développement, en particulier parce que pour que la croissance profite à l'ensemble d'un pays ou d'un continent, il faut qu'à un moment donné, il y ait des politiques de redistribution. Il faut qu'à un moment donné, il y ait des politiques de redistribution, c'est-à-dire par exemple, concrètement, des États capables de les mener. Or, la question de l'État en Afrique reste une question ouverte, puisque vous savez que les États africains font souvent partie de ce qu'on appelle les États faillis, mais qui sont en tout cas en général des États faibles, qui ne sont pas forcément en mesure d'assurer, par exemple, une politique fiscale, la collecte de l'impôt, et d'assurer la redistribution. Et vous ajoutez à cela les problématiques de corruption, qui évidemment provoque une forme d'évaporation des richesses, et vous avez un cercle vicieux qui fait que l'argent ne se redistribue pas à la totalité de la population. Alors il y a un organisme des Nations Unies dont on parle peu souvent, et qui est pourtant très intéressant, que vous connaissez sans doute ici, qui est la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSED. La Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement a publié en 2006 un rapport spécifiquement là-dessus qui disait deux choses. C'est-à-dire, il disait, d'une part, si on fait le compte de tous les flux d'aide, de tous les flux financiers, il y a plus d'argent qui quitte le continent africain pour aller vers le nord que le contraire, aide comprise. Donc c'est vous dire à quel point la problématique de la redistribution est importante, c'est-à-dire qu'il y a des castes locales qui conservent l'argent, mais ça veut aussi dire que le fonctionnement de l'économie mondiale entretient cette évaporation. Hein, parce que, si ça vous intéresse, on y reviendra, il est un peu simple, comme le font les institutions financières internationales, de résumer le problème à la corruption. Comme s'il y avait des méchants corrompus qui étaient au pouvoir, en oubliant par exemple que s'il y a corrompu, il y a corrupteur.
Et qu'en général, le corrupteur, il est plutôt européen ou américain. Voilà. Donc on pourrait y revenir si vous voulez. Mais derrière tout ça, il y a des problèmes donc, systémiques qui tiennent au fonctionnement de l'économie mondiale, aux rapports mondiaux. Et donc dans le rapport de la CNUSED que je vous citais, il y avait cette première chose, le fait qu'il y a plus d'argent qui quitte le continent africain pour aller vers l'extérieur, notamment le Nord, que le contraire, être comprise. Et puis la deuxième chose, c'est que la CNUSED dit il ne peut pas y avoir d'investissement privé d'envergure s'il n'y a pas d'abord une impulsion de la puissance publique. C'est-à-dire l'investissement privé, dit la CNUSED, et c'est une idée que je partage, qu'il ne peut pas y avoir d'investissement privé s'il n'y a pas une impulsion par l'investissement public. Or, on a bâti depuis 30 ans toutes les politiques de développement économique sur le privé, c'est-à-dire le développement du marché, les privatisations, l'affaiblissement de la puissance publique, en disant c'est le libre fonctionnement du marché et son corollaire, le libre-échange, qui favorisera le développement. À mon sens, cette idée est erronée en elle-même, mais particulièrement en Afrique, et je partage l'idée que sur un certain nombre de problèmes, notamment comme les infrastructures, problème fondamental pour le continent africain. Vous savez qu'il y a un gros problème pour les routes, les trains, etc. Les grosses infrastructures, les gros investissements ne sont jamais d'ailleurs impulsés d'abord par le privé, il y a toujours une impulsion publique. Et il me semble que ce principe qui se vérifie en Afrique, s'est vérifié à peu près partout. C'est-à-dire qu'en Europe, ce sont des investissements publics qui ont tiré souvent les infrastructures. Et on voit qu'aujourd'hui, les pays asiatiques, comme la Chine, qui ne sont pas forcément des modèles compte tenu des problèmes de liberté publique, que vous connaissez bien, reposent sur des États forts, qui par ailleurs n'hésitent pas, en cas de coup de grisou, fermer les frontières, mettre des taxes, donc ils n'hésitent pas à utiliser l'interventionnisme public. Donc, dans le questionnement sur pourquoi le continent africain ne profite-t-il pas de sa croissance, il y a une interrogation sur l'organisation économique du monde et les politiques que nous prescrivons au continent africain, qui sont des politiques libérales, qui, à mon sens, on pourra y revenir, ne peuvent pas profiter à des économies africaines compte tenu en particulier du déséquilibre des forces. L'idée qu'un pays comme le Mali, qui est en queue de peloton de l'indice de développement humain, peut entrer en concurrence avec la Chine ou les États-Unis me semble complètement absurde, et c'est pourtant ce qu'on lui demande de faire au nom du libre-échange que l'Union européenne promeut elle-même par le biais des accords de partenariat économique. Donc, il n'y a pas de lien direct, disais-je, automatique, disons, entre croissance et développement. Et pour le continent africain, évidemment, toutes sortes de problèmes sont le corollaire de cela. Je faisais allusion à la problématique de l'État en Afrique, que vous connaissez bien, qui a été abordée par beaucoup d'auteurs. On pourra y revenir tout à l'heure. Mais concrètement, par exemple, en ce moment, vous avez des batailles de la part de certains gouvernements, comme le gouvernement du Libéria, qui est présidé par une femme, Ellen Johnson Sirleaf, pour renégocier les contrats miniers avec les multinationales, comme les multinationales indiennes, pour essayer que l'exploitation des richesses du Libéria profite à la population. Mais c'est une bataille, comment je veux dire, qu'est-ce que je voulais dire là? Oui, que le rapport de force est inégal. Parce que le gouvernement du Libéria, face à un groupe indien comme Tata, il est en situation de faiblesse, parce que Tata, c'est une multinationale qui a beaucoup de réseaux et qui est installée depuis un certain nombre d'années et qui avait bénéficié des gouvernements précédents, celui de Mme Sirleaf, de contrats qu'on peut qualifier de léonins, c'est-à-dire outrageusement avantageux pour lui, et qui lui permettaient, par exemple, d'exploiter avec quasiment pas de fiscalité. Et Mme Sirleaf a dû se battre pendant des années sans le soutien des institutions financières internationales, c'est intéressant, contre Tata, dont elle a obtenu un petit peu, mais pas tout ce qu'elle voulait.
Et au nom du libre-échange, les institutions financières internationales ne soutiennent pas forcément les gouvernements africains qui vont se battre pour renégocier les contrats miniers. Donc le jeu n'est pas forcément juste. Hein, les dés sont pipés. Idem, hein, les Chinois offrent des perspectives pour les États africains, mais en même temps, les Chinois sont quand même en position de force. C'est-à-dire, vous le savez, hein, les Chinois, quand ils débarquent dans un pays, ils négocient des paquets. C'est-à-dire, vous connaissez le cas de la République démocratique du Congo, par exemple. Ils vont dire au gouvernement de Kinshasa, bon, vous nous donnez la possibilité d'exploiter pendant X années les mines d'or, etc., de telle région, et en échange, donc sans fiscalité, exploitation sans fiscalité. En échange, nous allons vous construire des routes, des stades, des hôpitaux. Les Chinois sont connus pour des accords de troc, qui énervent un peu la Banque mondiale d'ailleurs. C'est-à-dire en échange d'une exploitation favorable de mines, par exemple, voire sans fiscalité pendant quelques années, ils vont construire des infrastructures qui après resteront quand ils seront partis. Mais le souci, c'est que, bon, ça c'est important pour les pays africains, parce que ça, par exemple le Congo, parce qu'effectivement les infrastructures restent, mais une fois la période de transition terminée, dans le contrat, il est noté que c'est la Chine qui va apprécier si elle reste ou si elle part. Et si les avantages qu'elle tire du contrat en termes d'exploitation minière sont suffisants, ou s'ils doivent être renégociés. Donc vous voyez un exemple de cette marge de manœuvre que le gouvernement du Congo pourrait utiliser, négocier l'arrivée des entrepreneurs chinois, mais qu'il n'utilise pas jusqu'au bout, puisque le contrat, même s'il apporte quelque chose à la République démocratique du Congo en termes d'infrastructure, reste extrêmement avantageux pour la Chine. Et vous savez qu'il y a des mouvements un peu partout en Chine aujourd'hui d'hostilité à la présence chinoise, les Chinois étant considérés comme finalement une autre forme d'exploitation. Ils n'exploitent pas de la même manière que les Français ou les Anglais, mais c'est quand même une forme d'exploitation, et vous avez eu des grèves, des journées villes mortes contre la présence des Chinois, considérés comme des exploiteurs, avec la spécificité que quand les Chinois débarquent, par exemple, ils arrivent aussi avec, vous savez, leurs fameux containers de produits en plastique pas chers, qui vont inonder les marchés locaux et qui concurrencent les petits producteurs locaux, tu sais, les petits artisans, hein, vous savez, qui produisent, par exemple, de la ferraille, des objets, etc. Eh bien, maintenant, vous trouvez à la place des objets chinois. Donc voilà, cette situation, les États africains ne sont pas forcément en situation de faire jouer le rapport de force, même si ce rapport de force évolue. Donc, et bon, j'essaie de trier dans tout ce que, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup trop de notes, donc j'ai beaucoup trop de choses à vous dire, donc j'essaie de trier dans mes nombreuses notes pour ne pas perdre le fil. Donc, la croissance n'irrigue pas forcément le développement, ne crée pas forcément le développement, et on est bien sur des problématiques qui sont des problématiques structurelles. Beaucoup de pays africains souffrent de ce qu'on appelle, de ce que vous connaissez peut-être, la maladie hollandaise, hein, la Dutch disease, rien à voir avec le président de la République. C'est en référence à ce qui s'est produit aux Pays-Bas dans les années 70, lorsque les Pays-Bas ont découvert des gisements de gaz très importants. Et si vous vous souvenez, hein, après la découverte de ces gisements de gaz, ils ont orienté complètement leur développement économique autour de ça, autour de l'exploitation du gaz. Et du coup, leur économie s'est complètement déséquilibrée. En dehors du gaz, il n'y avait plus rien. Et donc on appelle maladie hollandaise le fait pour un pays de trop dépendre d'une seule matière première et du coup de déséquilibrer son système économique. Et beaucoup de pays africains dont le développement repose sur une matière première sont dans cette situation, qui fait que leur économie est fragile. Et je vous citais l'Angola tout à l'heure. Quand les cours du pétrole étaient très élevés, tout allait bien pour l'Angola, mais maintenant que les cours plongent, les taux de croissance plongent à Luanda, il commence à y avoir une crise, par exemple, de l'immobilier en Angola, parce qu'il y a une chute brutale des recettes. Donc vous dépendez
des cours mondiaux des matières premières, et par ailleurs, votre économie est déséquilibrée, c'est-à-dire qu'en dehors des zones pétrolières, pour faire court, il n'y a pas de développement. On parlait du Nigeria tout à l'heure, première puissance pétrolière du continent, première puissance africaine. En dehors, si vous regardez une carte de l'économie du Nigeria, en dehors des zones pétrolières, il n'y a rien. Il n'y a quasiment pas de routes, pas d'infrastructures, et ces routes sont construites, gardées par les compagnies pétrolières. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, évidemment, vous avez également toutes ces tensions. Nigeria, vous faites le lien aussi avec Boko Haram. Hein, c'est l'un des pays où se développe Boko Haram, qui s'est rebaptisé État islamique au Sahel, je crois, ou au Maghreb et au Sahel, je crois. Le Nigeria, c'est une espèce de scandale où on voit un pays potentiellement très riche dont la population ne profite pas du tout des richesses. Et ça vous explique la désespérance des jeunes. Vous avez au Nigeria, dans le delta du Niger, des bandes de jeunes très importantes qui, n'ayant aucune perspective de trouver un emploi, ont créé des bandes qui vont rançonner, par exemple, les compagnies pétrolières. De temps en temps, ils enlèvent un cadre américain ou anglais, où ils font des trous dans les oléoducs pour aller vendre du pétrole au marché noir. Et c'est des bandes extrêmement importantes, des centaines de jeunes, qui vivent de ça. Et pour beaucoup de jeunes au Nigeria, faire partie d'une bande, c'est devenu un moyen d'insertion sociale. Et dans beaucoup de pays africains, vous avez ces phénomènes des bandes. Au Kenya, par exemple, il y en a une qui est très connue, qui s'appelle Mungiki, parce que c'est des centaines de jeunes qui, par exemple, ont pris possession de certains quartiers de Nairobi ou de Mombasa, et qui vont rançonner, un peu comme la mafia, ils frappent à la porte. Bon, à partir de maintenant, c'est nous qui collectons les loyers. Ils se financent comme ça, et puis après, ils vont éventuellement se mettre au service de candidats à une élection présidentielle pour aller faire le coup de poing dans les meetings. Donc, des pays potentiellement riches peuvent souffrir, entre autres, de cette maladie hollandaise. C'est le cas du Nigeria. Et donc, du coup, la jeunesse est désespérée, d'où délinquance. Et Boko Haram, très clairement, hein, dans le nord du Nigeria, profite de ça. Parce qu'ils proposent effectivement des perspectives. Quand vous êtes, on a publié un reportage un peu glaçant que je republie dans le Manière de voir, Afrique, l'enfer ou l'Eldorado, sur les stratégies de recrutement de Boko Haram au Nigeria. Ils débarquent dans les villages, donc au-delà de la stratégie, ils ont un rôle de force. Ils embrigadent les jeunes en leur disant « mais avec nous, tu vas trouver des perspectives, un art de vivre, tu vas retrouver des valeurs, tu vas vivre mieux, parce qu'effectivement, on mange mieux quand on est chez Boko Haram, et tu vas pouvoir enfin être inséré dans une famille. » Et les zones de développement de Boko Haram sur Nigeria, Cameroun, c'est les zones aussi où l'État est faible. L'État camerounais d'un côté, l'État nigérien de l'autre. Et donc les forces de police ne sont pas du tout en mesure, ils envoient l'armée maintenant, hein, des milliers d'hommes appuyés par des Tchadiens, mais bon, il faudrait tarir la source, hein, phénomène évidemment. Donc voilà, et le Nigeria, c'est un pays qui a connu la dictature pendant très longtemps, dictature militaire, qui depuis quelques années est sous régime civil, avec des alternances qui se passent plutôt bien, bizarrement, mais ces gouvernements sont incapables de sortir le Nigeria de la maladie hollandaise. Certains membres du gouvernement, évidemment, et de la classe dirigeante profitent de la corruption. Le gouvernement du Nigeria, il faut lui rendre hommage, avait nommé une femme ministre chargée de la lutte contre la corruption, qui a mené des batailles vraiment extrêmement courageuses contre la corruption, mais elle a été obligée de démissionner au bout de quelques années, parce que les pressions étaient trop grandes, mais elle a ouvert pas mal de dossiers. Son nom ne revient pas, évidemment, c'est toujours comme ça. Beaucoup de femmes ministres en Afrique, hein, là aussi, évitons les clichés. Beaucoup de femmes ministres, premiers ministres, d'ailleurs plus souvent qu'en France, même si on n'a pas forcément un bon souvenir d'Édith Cresson, mais certains d'entre vous sont trop jeunes pour se rappeler de cette expérience. Bref, revenons à cette idée que l'État du Nigeria n'est pas en mesure de redistribuer pour des raisons structurelles, pour des raisons politiques et aussi des raisons sociales.